Les déclarations tonitruantes de Donald Trump concernant le Groenland, souvenez-vous, ont bousculé le monde entier, provoquant un silence quasiment assourdissant de la part des Européens. Et c'est en train un petit peu de changer. Face à la volonté d'annexer militairement ce territoire autonome du Danemark, parce que l'île du Groenland est un territoire autonome du Danemark, c'est finalement l'OTAN qui s'est exprimée. L'alliance militaire travaille sur une proposition adressée à Donald Trump. Et qu'y a-t-il dans cette proposition ? Eh bien, l'idée de renforcer la présence militaire otanienne avec, bien sûr, l'espoir d'apaiser le président américain. Pour essayer de comprendre ce que ça veut dire, nous recevons sur ce plateau un spécialiste des pôles. Approchez-vous. Bonsoir, Mika Blujon-Mered. Vous avez travaillé depuis 15 ans sur ces questions, notamment géopolitiques des changements climatiques, c'est important aussi. Et vous êtes auteur, entre autres, des Mondes polaires au PUF, paru en 2019. Donc, qu'est-ce que cela veut dire, cette réaction de l'OTAN qui a l'air de vouloir plaire à Donald Trump par rapport au Groenland ? Il faut bien essayer de plaire à Donald Trump pour éviter que Donald Trump déclenche quelque chose qui soit incontrôlable. En fait, ce qui se passe au Groenland, c'est que si Donald Trump, effectivement, va jusqu'au bout de ses déclarations, il peut tout simplement faire écrouler le château de cartes de la construction de défense, de l'appareil de défense de l'OTAN en Arctique. C'est pas juste une question liée au Groenland. Ce qu'il y a derrière, c'est le Groenland, bien sûr, c'est ce qu'on appelle le GIUK, le bras de mer ou le double bras de mer entre le Groenland, l'Islande et le Royaume-Uni, qui est un rideau de défense important par rapport aux États-Unis, bien sûr, vis-à-vis de la Russie, mais surtout un peu plus au nord encore. Là, il y a la mer de Norvège, la mer de Barents, c'est-à-dire au nord de la Norvège elle-même, qui en fait est complètement liée à ce qui va se passer au Groenland derrière. C'est véritablement le réseau de défense, le rideau de défense nord-américain qui se joue ici. Mais Mika, c'est bizarre de dire Mika, je pense que c'est un diminutif, mais non, c'est bien votre prénom avec 2 A, Mika. Ouais. On est d'accord que si jamais on donnait ce genre de garantie à Donald Trump, est-ce que ça pourrait lui suffire ? Et surtout, est-ce que les Groenlandais, eux, seraient d'accord avec ça ? C'est un in-between qui pourrait convenir à tout le monde. Ça peut être une bonne solution. Alors, en fait, ce que j'observe Alors, il y a eu un sondage au Groenland, justement, cette semaine, pour savoir un peu comment les Groenlandais véritablement vivaient cette question-là. On a vu déjà que 85% des Groenlandais dans ce sondage refusaient complètement de devenir américains. Il n'y a guère que 6% des répondants qui ont dit oui, je veux bien être américain. Et ça, c'est le premier élément. Du côté groenlandais, là-dessus, il n'y a pas de problème, on ne veut pas être américain. Maintenant, il y a un autre sujet qui est au niveau de l'OTAN. Et là, je vais reprendre ce qu'a dit l'ancienne ambassadrice américaine au Danemark, Carla Sands, qui avait été ambassadrice américaine du temps du premier mandat de Donald Trump, souvenez-vous, et qui a fait une interview cette semaine et qui a très bien expliqué le Danemark pourrait réinvestir des milliards de dollars au Groenland. Ça ne changerait pas l'attitude de Donald Trump. Ce qu'il faut bien avoir en tête là aussi, c'est qu'encore une fois, le sujet du Groenland, c'est pas juste un sujet de défense, c'est pas juste un sujet militaire. Derrière, ce qui se joue, c'est du sable. On l'a évoqué la semaine dernière ensemble. Pour le béton, pour l'urbanisation. Ce qui se joue, c'est évidemment les métaux critiques, les matériaux critiques. Et ce qui se joue, en plus de ça, c'est tout simplement comment mettre la pression à l'Europe, comment diviser l'Europe, comment amener aussi le Danemark, tout simplement, à lâcher du lest. Oui, mais alors, il y a quand même eu, donc d'abord un silence assourdissant des pays européens, ensuite une tournée européenne de la première ministre danoise qui essaye, auprès d'Emmanuel Macron, d'Olaf Scholz, de comprendre ce qui se passe. Mais on a le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, qui a dit quelque chose quand même d'assez étonnant à propos d'une éventualité d'intervention militaire au Danemark. Il a dit ceci: si le Danemark sollicite la solidarité des États membres de l'Union européenne, la France répondra présente. Alors là, franchement, il faudrait que vous nous expliquiez. Est-ce que vous pensez que la France, je ne sais pas, a une relation privilégiée, je ne le savais pas en tout cas, avec le Groenland? En quoi cette relation est-elle privilégiée? Je dirais qu'il y a 3 facteurs. Alors le premier, on l'avait évoqué sur ce plateau même la semaine dernière, effectivement, la France a une relation historique privilégiée avec le Groenland depuis déjà les années 1930. Là-dessus, il n'y a rien de nouveau, qui amène effectivement à ce que la France est aujourd'hui, au-delà du Danemark ou au-delà de la Norvège ou de l'Islande, l'un des partenaires privilégiés des Groenlandais, des élites groenlandaises en particulier, d'un point de vue culturel, social, économique, avec le reste de l'Europe. On parle quand même éventuellement. Je vous rappelle que le président Macron avait jeté un pavé dans la mare en disant qu'éventuellement il y aurait des troupes françaises en Ukraine. Là, on parle... Enfin, on comprend ce que le ministre des Affaires étrangères dit. Éventuellement, des troupes françaises pour aider le Danemark. C'est en quoi
Personne n'a l'air de réagir. Soit c'est passé beaucoup plus inaperçu, soit c'est beaucoup moins grave, mais on a du mal à comprendre. En fait, Soit c'est pas du tout ce qu'il a voulu dire, je ne sais pas, moi. On ne les comprend plus, nos politiques. Hein. Non, mais j'en arrive à mon deuxième point, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, après les Danois, ceux qui connaissent le mieux le territoire groenlandais, qui ont les capacités d'intervenir à la fois sur la côte, dans les eaux groenlandaises, mais aussi sur la calotte groenlandaise. La calotte groenlandaise, c'est qui? C'est les Français. C'est les Français. C'est les Français. Là, vous nous apprenez quelque chose. Et effectivement, il y a les exercices annuels, notamment du GMHM ou de nos chasseurs alpins, sur le territoire, sur la calotte. La calotte, c'est absolument terrifiant comme endroit. Imaginez-vous un désert de glace avec parfois une altitude de plus de 2 km d'épaisseur de glace sur laquelle il faut essayer d'exister. Et le troisième sujet qui est absolument passé inaperçu partout, mais qui est très important pour nous, si Donald Trump, effectivement, met à exécution ces sujets vis-à-vis du Canada. Ces menaces. Ces menaces plus qu'appuyées, on l'a vu aujourd'hui avec effectivement les 25% de tarifs effectivement de droits de douane qu'il met en place. S'il va jusqu'au bout avec le Groenland également, ça veut dire que grosso modo il contrôle toute l'Amérique du Nord, toute. Non, sauf le village gaulois de Saint-Pierre-et-Miquelon, qui, je vous le rappelle, les résistants, fait que nous sommes également des parties prenantes, en fait, directes de ce sujet. Ce qu'on appelle. Peut-être que Trump va bientôt en parler. Hein. Allez, lui donner une idée, là. Sylvie Bermann. Non, juste un mot sur l'envoi possible de troupes. Je pense que c'est une réponse embarrassée à une question embarrassante. Oui, mais... C'est-à-dire qu'il n'avait pas le choix à ce moment-là. Et il a dit, mais si le Danemark nous le demandait. Gallagher, vous n'êtes pas d'accord? C'est pas que je suis pas d'accord, c'est qu'il y a quand même une réalité constitutionnelle, l'article 42.7, qui est bien plus contraignant, je l'ai relu, que l'article 5, c'est une clause de défense mutuelle en cas d'agression. Alors après, là où c'est très intéressant, et Mika en parlera évidemment 1000 fois mieux que moi, c'est que l'une des particularités de ce territoire autonome, c'est qu'il n'est pas européen, mais les Groenlandais le sont. Donc l'application de l'article 42.7 à ce territoire, en réalité, c'est assez complexe. Il y a un commissaire européen, un porte-parole, devrais-je dire, de la Commission européenne qui a été interrogé à ce sujet et qui a dit si, je vous le confirme, l'article 47, pareil, j'ai vu la citation, s'applique au Groenland. Donc en réalité, notre ministre des Affaires étrangères, à moins de dédire un article fondamental de la Constitution européenne, n'a pas d'autre choix que de dire la France répondrait présent. Alors quand on dit qu'on a les moyens, oui, effectivement, la brigade alpine, la 27, elle a 8000 hommes. C'est une brigade assez semblable à celle que j'ai commandée, à peu près de la même taille. Donc c'est quand même 8000 hommes qui sont habitués au grand froid, qui s'entraînent régulièrement en Norvège, qu'on envoie également dans les pays baltes, qui savent faire beaucoup de choses. On a l'armée de l'air peut être présent également sur les bases, et puis une marine, puisque c'est une île. Donc on est capable d'en. Non, mais qu'on soit capable, oui, bien sûr. Certes, j'espère, mon général. Mais c'est politique, évidemment, qu'on ne va pas s'opposer à un débat physiquement à un débarquement américain. C'est simplement pour signifier que c'est un territoire qui appartient à un pays, au moins à un pays membre de l'Union européenne, et qu'on est solidaire. Mais on est capable, effectivement, d'envoyer plusieurs milliers d'hommes. Le secrétaire d'État, le nouveau secrétaire d'État, on va vous faire réagir tout de suite, américain, Marco Rubio, dit ceci, c'est-à-dire il appuie les propos de Donald Trump. Il dit il ne s'agit pas d'acquérir des terres dans le seul but d'acquérir des terres. Il s'agit de notre intérêt national, donc nous autres Américains, et le problème doit être résolu. C'est pas une blague. Voilà. Il n'a pas l'air de blaguer du tout. Non, moi je suis tout à fait en accord avec Sylvie Bermann, parce que de fait, la réponse, elle est embarrassante et elle est embarrassée à la fois. Je vais mettre les deux adjectifs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si la France disait non, on n'envoie pas de troupes au Groenland, le Danemark se retrouverait tout seul. Il n'y a aucun autre pays européen qui connaît suffisamment le terrain groenlandais. Les Suédois savent se battre effectivement dans un endroit, on va dire, enneigé. Les Finlandais aussi. Mais ils ne s'entraînent pas au Groenland. Les Français s'entraînent tous les ans au Groenland. Et nous sommes les seuls dans l'Union européenne à faire ça. Le deuxième sujet là-dessus, c'est que je ne pense pas qu'on pourra envoyer 8000 hommes ou même 3000 ou même 1000. Mais on peut envoyer un ou deux bataillons facilement. Mais pourquoi faire ? Et je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est bien de dire qu'on peut envoyer des gens au Groenland, mais il n'y a pas d'infrastructure pour envoyer ces gens au Groenland. Le Groenland aujourd'hui, il y a la base américaine de Pituffik, ou Thule anciennement, qui est au nord-ouest du pays, qui est devenue une base effectivement essentiellement spatiale, comme ils l'appellent aujourd'hui. Sinon, il y a 5 autres endroits où on peut positionner des forces militaires, mais on se parle de quelques dizaines, tout au plus peut-être centaines de personnels. C'est pas non plus la panacée. Il n'y a pas les infrastructures nécessaires. On parlait des F-16 tout à l'heure. L'Ukraine qui n'a pas assez de F-16. La glace, non. Il y a 2 avions de combat américains F-16 qui viennent d'arriver sur cette fameuse base
pituffique, alors que d'habitude, vous confirmez qu'il n'y en a pas, Xavier Titelman. Est-ce que vous êtes connaisseur de ce qui se passe sur la base aérienne de Pitufik? Non, mais par contre, qu'il y ait des avions de chasse des pays de l'OTAN et notamment américains qui soient présents dans la zone pour être capables d'intercepter éventuellement des avions, notamment les Tupolev 95 qui viennent du Grand Nord russe et qui veulent accéder à l'Atlantique, ça c'est tout à fait classique. Et il y avait, d'ailleurs à l'époque de l'URSS, c'était quelque chose de relativement courant, ils s'accompagnaient les uns les autres et il y avait une forme de camaraderie des gens de l'air à l'époque, c'était pas une agressivité. Mais avoir des avions de chasse américains au Groenland, ça c'est quelque chose qui historiquement était présent, c'est peut-être un retour vis-à-vis de l'agressivité russe aussi. Voilà. C'était présent et c'était justement l'un des objectifs de la négociation de 2019 et 2020 entre Danois et Américains par rapport à la question de la base aérienne de Kangerlussuaq. Kangerlussuaq, c'est la base américaine principale en réalité qui avait été utilisée durant les guerres froides, mais surtout pendant la Seconde Guerre mondiale, qui avait été construite comme ça au centre du pays, au centre-ouest du pays. Donc c'est plus accessible, si vous voulez, d'un point de vue climatique, météorologique. Cette base est particulièrement délabrée et il avait été question de savoir qui paierait, entre Américains, autant peut-être, Danois, qui paierait la rénovation de cette base pour justement que des F-35 puissent y être positionnés. À ce stade, elle n'a pas été renouvelée, cette base. Michael Jean-Méret, tout à l'heure, Gallagher avait cette théorie, somme toute assez facilement vérifiable, qui consistait à dire que Trump, aujourd'hui, lançait en quelque sorte une bouteille à la mer pour voir comment les choses étaient perçues, c'est-à-dire une grosse annonce, on voit comment ça réagit. Est-ce que l'affaire du Groenland peut être exactement la même chose? Parce que jusqu'ici, on l'a dit, redit, redit, on veut acquérir le Groenland, mais dans les faits, on n'a pas avancé davantage sur une solution pour le faire du côté américain. Donc qu'est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est en vérité juste un gros effet d'annonce et que tout va être tué dans l'œuf et que tout va mourir de sa belle mort jusqu'à ce que l'idée soit oubliée? Non, je pense pas. Je pense pas que les choses vont mourir de leur belle mort pour deux raisons. D'une part, on a une séquence électorale qui arrive au Groenland qui va être déterminante, où cette question de l'indépendance, exactement, du 1er avril au 6 avril, grosso modo, et cette question de l'indépendance ou de l'identité groenlandaise par rapport au Danemark d'un côté, l'Union européenne de l'autre, et par rapport aux États-Unis également, va être absolument centrale. On le voit déjà dans les éléments de la pré-campagne qui ont lieu actuellement au Groenland entre les partis Inuit Ataqatigiit, Siumut ou encore Nalerak qui se positionnent. Le deuxième élément qui va être important, c'est que les Groenlandais vont prendre la présidence du Conseil de l'Arctique, c'est-à-dire l'organe diplomatique de référence de l'ensemble de la région au mois de mai prochain. Instance importante. Oui. Est-ce que les Russes sont encore dedans? Alors, les Russes sont officiellement dedans. Depuis la guerre en Ukraine, comment ça se passe? Les Russes sont officiellement dedans, mais les Russes ne sont plus invités à rien depuis déjà 2023. Et pourquoi 2023 et pas 2022? Parce qu'il se trouve que quand la guerre en Ukraine a été déclenchée, c'était les Russes qui présidaient le Conseil de l'Arctique à ce moment-là. Vous avez précisé tout à l'heure que 85% des Groenlandais ne voulaient absolument pas entendre parler d'un rapprochement avec les États-Unis. Par contre, certains, je crois, estiment que ce serait malgré tout pas une si mauvaise chose que ça. Tout à fait. En fait, ce qu'on a vu dans le sondage de cette semaine, c'est que 45% des répondants disent très clairement c'est une opportunité pour le pays, le Groenland, que Donald Trump continue à parler de notre territoire, disent qu'il veut récupérer des minerais ou autre chose comme ça, en tout cas créer des investissements. Et la logique ici, elle est très simple. C'est que Donald Trump offre aux Groenlandais une campagne mondiale de publicité absolument faramineuse. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que les Groenlandais, ils essayent de faire connaître leurs ressources minérales pour attirer des investisseurs. Ah bah là, c'est bon pour eux. Là. Et là, effectivement, c'était déjà le cas en 2019. C'était un précédent gouvernement d'un autre parti qui dirigeait à l'époque le Groenland. Et il disait exactement la même chose, que Donald Trump continue à parler de nous, c'est une très bonne chose. Est-ce que ça commence déjà à avoir des effets ou est-ce que c'est vraiment trop tôt pour en parler? C'est trop tôt pour en parler, et c'est trop tôt pour en parler, notamment parce qu'on a justement la séquence électorale qui arrive le 6 avril prochain, entre le 1er et le 6 avril prochain, et c'est à ce moment-là qu'on aura une bonne base, je dirais, pour comprendre dans quel cadre normatif, politique, etc., la discussion va se dérouler sur les prochaines années.